On va maintenant évoquer un sujet. J'ai souvent tendance à vous parler de la manière dont les médias américains, mais aussi les médias francophones traitent de certaines informations ou ne traitent pas d'autres informations. Et là, évidemment, je vais parler ici de souvenirs que vous avez tous vécus et dans les médias francophones, que vous soyez en Belgique, en Suisse, en France ou pour le coup au Québec, c'est que pendant un an, voire plus, chaque petit lapsus de Joe Biden faisait des émissions spéciales. On m'a envoyé des émissions spéciales françaises, entre autres, et je sais que c'était aussi le cas au Québec, où lorsque, par exemple, Joe Biden venait de confondre le nom d'un président, bah, ça méritait une analyse d'un expert de plateau qui était là pour vous dire, bah oui, bah, il a 81 ans, etc. Et donc, lorsque il y avait cette vague d'analyse contre Joe Biden, il y en avait un autre qui bénéficiait du fait qu'on ne parlait que de l'âge et des facultés cognitives de Joe Biden, ben, c'était Donald Trump, qui lui a 78 ans. Du coup, on ne parlait pas les siennes et c'était d'autant plus frustrant parce que lorsque l'on suivait ces meetings politiques à un moment où les médias américains n'en parlaient absolument pas, on savait que côté difficulté d'élocution, de mélange de noms, du côté de Trump, c'était du même niveau. Au pire, du même niveau, au mieux, du même niveau, au pire, c'était encore plus que ça. Et donc, je me souviens, il y a maintenant un peu plus d'un an, j'avais fait un long tweet pour expliquer que je trouvais que c'était complètement légitime de parler de l'âge de Joe Biden. C'était complètement légitime de parler des difficultés de Joe Biden, que ce soit des difficultés physiques, mais aussi de problèmes cognitifs, parce il avait 81 ans, et la question c'est de savoir est-ce que l'on pouvait confier les rênes des États-Unis pour 4 ans à quelqu'un qui était âgé, mais je précisais que du coup, si ce sujet était légitime, c'était autant légitime de parler de l'âge et des difficultés cognitives de Donald Trump. Autant vous dire que j'ai eu le sentiment très rapidement de prêcher dans le désert. C'était vraiment le cas. Vous allez me dire, je suis à Las Vegas, c'est normal le désert, mais en tout cas, c'était le cas. Et puis, évidemment, il y a eu le débat de juin entre Trump et Biden. Et puis, vous le savez, on a vécu encore une fois tout ça ensemble. Biden qui décide de se retirer de la campagne électorale et du coup est remplacé par Kamala Harris. Et là, je me suis dit, bien naïvement, je me suis dit, bah tiens, du coup, le sujet de l'âge qui a autant fasciné les médias pendant des mois et des mois, des émissions spéciales, des articles de presse, des unes de magazines, de la France au Québec, en passant par la Belgique et les États-Unis, forcément les États-Unis, bah, il va être renvoyé sur Donald Trump. D'autant plus que il y a eu un sondage qui a été fait immédiatement et que du coup, Joe Biden étant plus là, ben, ce sont les Américains qui disaient, mais non, mais le problème numéro un de Donald Trump, c'est que il est trop âgé, he's too old, et donc je me suis dit, bah tiens, ça va devenir un vrai sujet. Du coup, l'âge de Donald Trump, nous sommes le 5 août. Hein, vous voyez, donc 5 août, et vous avez quand même la moitié des électeurs qui disent que Donald Trump est trop âgé, que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les États, dans tous les États clés, et que au-delà de ça, de se dire si il est en bonne santé, si s'il est mentalement prêt, etc., etc. Et c'est un sujet qui est tombé encore une fois dans les abîmes de la
de la politique américaine. Peut-être parce que il y a eu quelques jours après. Non, même pas. J'allais dire une bêtise. Non, non, c'est un sujet qui est passé à l'as. Voilà, on va dire ça comme ça. Peut-être parce que justement, ce que j'allais dire, c'est peut-être le cas, c'est que au mois d'août, les médias américains n'en parlaient quasiment que de Kamala Harris. Donc, on parlait un petit peu moins de Donald Trump et on n'évoquait pas ce genre de questions. Et puis, il y a 2 jours, miracle, et c'est pour ça que j'ai décidé de réouvrir ce dossier-là. Miracle, le New York Times a fait un article sur un, un article sur la santé, l'état de santé de Donald Trump, que ce soit physique, donc de problèmes cardiaques et problèmes cognitifs, avec un angle qui était, j'ai trouvé intéressant, qui n'était pas de dire voilà, il a des problèmes en nous montrant des exemples, mais en disant qu'en fait, dans la réalité, encore une fois, Donald Trump vient de profiter d'un traitement unique à Donald Trump, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même souci d'exigence que l'on fait pour Donald Trump. Hein, c'est vraiment sa carte principale, hein, son joker qui lui permet de passer à travers tout. C'est que on a décidé une fois pour toutes que ce que l'on demande aux autres, que ce soit aujourd'hui à Kamala Harris en termes de détails sur ses programmes ou à Joe Biden en termes de santé cognitive, on ne le demande pas à Donald Trump. Ou, par exemple, en 2016, de connaître sa situation fiscale qu'il avait refusé de communiquer, alors que tous les autres candidats donnaient les copies de leur patrimoine. C'est important. Pourquoi on demandait leur patrimoine? C'est pour voir des probables, possibles conflits d'intérêts et surtout influence étrangère. Donald Trump, lui, ne l'avait pas fait, en expliquant à chaque fois qu'il allait le faire, j'avais le faire, je vais le faire, je vais le faire, et il a fallu attendre 2020 pour pas qu'il ne le fasse, mais pour que le New York Times révèle que, entre autres, ce qui se cachait dans les impôts de Donald Trump, c'est qu'il payait 750 dollars d'impôts par an. 750 dollars d'impôts par an et que sinon il déclarait des pertes phénoménales qui lui permettaient de ne pas payer d'impôts. Et donc sur la santé, en fait, on se rend compte il y a eu le même traitement et le New York Times partait d'un point. Qui est une interview que Donald Trump a donnée à CBS il y a un peu plus d'un mois. On lui demandait en disant, ben voilà, non seulement vous avez survécu à une tentative d'assassinat, donc il peut y avoir des séquelles physiques ou psychologiques hein, de traumatisme. C'est un événement qui est traumatisant. Donc, et au-delà de ça, aujourd'hui, vous avez 78 ans, vous êtes le candidat le plus âgé. Est-ce qu'on va avoir votre dossier médical comme Kamala Harris ou Tim Walz, tous les autres candidats le font. Et la réponse de Trump, c'est ah bah oui, il n'y a pas de problème, bien sûr, ça va arriver. Donc on va regarder ce court moment où la journaliste de CBS raconte tout ça et qui va servir de point de départ à ce papier du New York Times. On the Republican side, nominee, former President Donald Trump. You saw last night that was a significant issue in this campaign. I also asked him about now he is the oldest candidate in this race. So would he release his medical records? And he said he would. He also thinks anyone running for president should have to take a cognitive test no matter their age. So we need to hold him to both of those pledges. But Tony, even as this race has changed significantly, Donc c'est assez intéressant parce que la journaliste de CBS dit qu'elle a posé la question à Donald Trump, qui a dit oui, oui, bien sûr, on va sortir ça. J'ai vu l'intégralité de l'interview. Donald Trump a cette habitude depuis toujours. On lui pose des questions qu'apparemment il ne sait pas parce qu'elle lui a posé 2 ou 3 questions extrêmement pointues sur des dossiers politiques et il n'a pas la réponse. Et donc il dit bah, justement ça tombe bien. D'ici 2 ou 3 semaines, on va sortir une déclaration précise sur c'est quoi ma position politique. C'est en fait sa réponse habituelle.
lorsque il n'a pas de réponse, de dire oh oui, non, mais il n'y a pas de problème, évidemment, j'ai une réponse pour ça, on va vous le dire dans 2 ou 3 semaines. Et donc là, c'est à peu près pareil, il explique que non seulement oui, oui, il va sortir ça d'ici 2 3 semaines, mais que en plus de ça, il estime que tout le monde devrait faire pareil. Tout le monde fait pareil, sauf lui d'ailleurs, assez ironiquement, la journaliste dit ironiquement, et là, c'est pas ironiquement par rapport à Trump, c'est ironiquement par rapport à la vérité des médias américains aujourd'hui. Elle dit ben voilà, c'est sa promesse. On devrait s'assurer qu'il la tienne et le tenir responsable de tout ça. En gros, de dire ben, on devrait venir le poursuivre tant qu'il n'a pas tenu sa promesse et qu'on n'a pas ses documents. Ça, autant vous dire que à l'heure actuelle, il n'y a aucun média américain, à part cet article du New York Times, qui va demander à Donald Trump de tenir sa promesse et de communiquer son dossier médical. Et donc le New York Times s'est dit, bah, tiens, on n'a toujours pas, on va demander ce dossier-là. Et donc ils ont demandé à l'assistante à la responsable de la communication de Donald Trump d'avoir accès à son dossier médical, comme il a promis plusieurs fois. Et là, ils ont reçu une réponse. La réponse, c'était une lettre de Ronny Jackson. Donc on va parler un petit peu de Ronny Jackson, mais vous allez voir la lettre comme elle est, comme c'est assez amusant, parce que la lettre envoyée par la campagne Trump pour parler de l'état de santé de Donald Trump, c'est la lettre que Ronny Jackson a écrite après la fusillade de Butler. Donc Ronny Jackson, c'est l'ancien médecin de la Maison Blanche. Vous allez voir que c'est un nom à garder en tête parce qu'il va intervenir plusieurs fois dans l'histoire que je vais vous raconter. Et donc, c'est sa fameuse analyse de la blessure de Donald Trump. C'est une page complète pour en gros donner très très peu d'informations. C'est la manière dont on communique toujours autour de la santé de Trump. Il n'y a pas d'informations précise et surtout il n'y a rien de vérifiable. Lorsque par exemple il explique qu'il a eu un test de sa tête, un scan de sa tête après la fusillade, le scan n'est pas disponible, le rapport du médecin qui a fait le scan n'est pas disponible, c'est à chaque fois, croyez-moi, source t'inquiète de la part de Ronny Jackson, et en fait qui parle plus de c'est un miracle, je suis tellement heureux que sa vie ait été sauvée, je vais l'accompagner à un meeting, après ça je vais aller à Washington DC, après ça je vais retourner chez moi à Mario. Non, c'est pas des blagues, ça fait partie de la lettre sur l'état de santé de Donald Trump. Et donc quand le New York Times reçoit ce courrier-là, ils se disent non mais c'est pas vraiment ce qu'on a demandé, il n'y a aucune information à part qu'il explique comment il a traité en mettant un pansement sur l'épaule de Donald Trump, sur l'oreille de Donald Trump. Il n'y a aucune information sur l'état de santé de Donald Trump. Nous, on veut savoir sa taille, les résultats de ses tests cognitifs, les résultats de ses analyses sanguines, son taux de cholestérol, les informations qui sont d'habitude publiques, et évidemment, elles ne sont pas là-dedans. Et donc, ils ont relancé, l'article est paru il y a 2 jours, de 4 fois la campagne Trump, et c'est le silence complet. Silence complet parce que on est évidemment dans un tabou qui est celui de la santé de Donald Trump. Un tabou qui n'est pas nouveau, soyons clairs, qui existe depuis l'entrée en campagne de Donald Trump. Donc on va se replonger en 2016. Nous sommes en 2016 et il y a 2 sujets qui, à l'époque, intéressent les médias américains. C'est les impôts de Donald Trump et c'est son état de santé.
Et à l'époque, on pose un petit peu plus de questions, même si on ne va pas trop loin parce que Donald Trump amuse, Donald Trump fait de l'audience, Donald Trump rapporte de l'argent aux médias télé, donc on ne veut pas non plus trop l'énerver, mais on fait un petit peu des efforts. Et en fait, c'est Donald Trump qui devient le maître du narratif, c'est-à-dire qu'il va décider de répondre à sa manière sur ce sujet-là, mais toujours pour se mettre en avant en contrôlant évidemment comment il fait ça, la mise en scène de cette information. Et cette mise en scène des informations va se dérouler sur 2 fronts. La première, il va se retrouver invité chez ce qui est à l'époque une des émissions les plus populaires des États-Unis. C'est présenté par Dr. Oz. Dr. Oz, c'est un médecin de télévision qui a été présenté au public américain par Oprah Winfrey. Donc, il faisait partie de l'émission d'Oprah Winfrey à un moment où Oprah était la déesse de la télévision américaine, où des millions d'Américains, donc tous les intervenants de Oprah, au bout d'un moment, ont eu leurs propres émissions. Et Oz, qui était invité, qui était un des chroniqueurs donc, de Oprah, a eu son émission. Et Oz, ce qu'il faut savoir, c'est un ami de Donald Trump depuis toujours. C'est un proche de Donald Trump, tellement que en 2020, il a décidé d'arrêter sa carrière publique de télévision pour devenir candidat MAGA soutenu par Donald Trump. Il a perdu malgré le soutien de Donald Trump. Il a été battu par Fetterman en Pennsylvanie. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un, on ne le sait pas évidemment lorsque Donald Trump est invité dans son émission, mais en tout cas, c'est un proche de Donald Trump. Évidemment, c'est toujours cette habitude de Trump de dire non, mais je participe aux émissions de télévision, je fais les interviews, mais dans la réalité, je vais en territoire contrôlé où je sais que tout va bien se passer. Et là, c'est tellement flagrant, c'est que d'un coup, Oz lui pose une question en lui disant mais nous, ce qu'on aimerait, c'est voir vos résultats de test. Et là, Trump dit ah ben ça tombe bien. Alors là, le hasard, je les ai dans ma poche. Eh oui, ça fait environ 3 mois qu'on le demande à Donald Trump de sortir ses résultats, il ne le fait pas, et là, il les a dans sa poche, et c'est le seul moment où il va d'ailleurs les sortir. Donc, en gros, on a encore une fois, on n'a pas accès à l'information totale de qui ça vient, où ça vient. On va vous raconter après, évidemment, de d'où ça vient. Et donc, il les passe à Oz, qui va les lire, et même là, ces résultats dont on ne connaît pas la source vont être utilisés par Trump pour se vanter en permanence de ses qualités de génétique. Hein, c'est un thème extrêmement important chez lui, hein, du côté sang pur et intellect suprême. Mais par exemple aussi, vous allez voir, et c'est complètement fou parce que on est à la fin de sa campagne alors qu'il fait tous les efforts pour empêcher les témoignages de femmes qui racontent comment elles ont été victimes d'agressions sexuelles. Il va se vanter, vous allez voir, du fait d'avoir un énorme taux de testostérone. En gros, c'est je suis un mec, un vrai. Donc on écoute Oz et Trump en 2016. I have it right here. I mean, should I do it? I don't care. Should I do it? Well, you're 6'3", 236 pounds. Cholesterol is 169. Blood pressure is 116 over 70. Blood sugar 99. That's good, 116 over 70. Yeah, I mean, I've always been lucky with blood pressure. I've always had very good blood pressure. Your liver function, your thyroid function is all normal. You had a colonoscopy performed July 10, 2013, which is normal with no polyps. My goodness, his EKG chest X-ray on April 14th was normal. Your testosterone is 441, which is actually it's good. How do you stay healthy on the campaign trail? Well, it's a lot of work. You know, when I'm speaking in front of 15 and 20,000 people and I'm up there using a lot of motion, I guess in its own way, it's a pretty healthy act. If a patient of mine had these records, I'd be really happy and I'd send them on their way.
Donc voilà, donc Donald Trump va dans une émission grand public où le médecin qui présente cette émission grand public est un allié et un ami et qui donc donne son certificat en disant bah, si vous étiez un de mes patients et qu'il y avait ces résultats-là, je serais en termes de médecin très très content. Vous avez vu le petit regard de Trump quand on explique qu'il a un taux de testostérone plus élevé que la moyenne. Il explique aussi que c'est le fait qu'il fait plein de gestes, qu'il est en forme parce que pendant qu'il fait ses meetings, il fait plein de gestes et c'est ce qui le maintient en forme. Ces résultats que Oz a pu lire et dont on n'a jamais pu savoir si il correspondait vraiment à Donald Trump, parce que vous allez, l'histoire que je vais vous raconter maintenant, évidemment, vous en connaissez certaines parties, mais peut-être vous avez oublié la deuxième, viennent du médecin de Donald Trump à l'époque. Qui est un médecin inconnu du grand public à ce moment-là, qui a un petit cabinet à New York et qui s'appelle Harold Bornstein. Donc c'est le médecin, il apparaît, vous vous en souvenez si vous suiviez la campagne électorale de Trump en 2016, lorsque ce médecin est apparu, et il est apparu sous la forme d'une lettre en expliquant dans cette lettre de 2 pages qu'il était le médecin de Donald Trump et que l'état de santé de Donald Trump était extraordinaire, qu'il bénéficiait de bons gènes. Gardez cette information en tête parce que c'est une obsession chez Trump, qu'il allait être, s'il gagnait l'élection, il serait le président le plus... Alors on est dans le superlatif, donc on est vraiment dans du Trump, et donc qu'il serait le président le plus en forme de l'histoire des États-Unis, et qu'en gros c'était un spécimen physique exceptionnel. Un homme, un vrai. Ok ? Encore une fois. Et donc, évidemment, lorsque cette lettre-là sort, elle fait sourire, mais la lettre du médecin, de ce médecin de Trump, plus l'intervention chez Oz, le sujet, encore une fois, passe à l'as. On arrête là. Donald Trump est élu. De toute manière, ça ne change rien. Donald Trump est élu. À partir de là, il passe à un nouveau médecin qui est Ronny Jackson. Hein, c'est le médecin de la Maison-Blanche. Donc, c'est lui qui va s'occuper de Donald Trump en multipliant les conférences de presse où, comme vous allez le voir, il reprend exactement les mêmes formulations que dans le premier certificat, en disant qu'il bénéficiait de gènes exceptionnels et que s'il se débrouillait bien, il serait peut-être le premier être humain, je sais c'est dur, mais c'est vrai, à vivre jusqu'à 200 ans. C'est le médecin officiel de la Maison-Blanche qui nous raconte que oui, non, Donald Trump a cette capacité de surhomme et que voilà, il est tellement en forme qu'il pourrait vivre jusqu'à 200 ans. Non, je sais, c'est extrêmement grave. Il fait des conférences de presse. On va revenir dans les détails des chiffres que Ronny Jackson communique. Vous allez voir, c'est un petit coquin, le Ronny Jackson. Et voilà. Mais moi, ce que je voudrais, avant de passer à Ronny Jackson et après tous les épisodes autour des problèmes de santé de Donald Trump, pour vous montrer que c'est vraiment un secret d'État, l'état de santé de Donald Trump, qui ne veut absolument pas communiquer là-dessus, je voudrais que l'on retourne sur le médecin de Donald Trump, qui, en 2018, Donald Trump est président, donc se retrouve dans l'actualité. Parce que il a fait 2 déclarations à la presse. Il a expliqué qu'il a prescrit à Donald Trump des produits pour aider à la pousse de cheveux, pour ne pas perdre ses cheveux plus rapidement. Et donc ça, Trump n'a absolument pas aimé, vous allez voir. Et puis la deuxième, il a avoué que cette lettre-là, qu'il a signé, en fait, c'est Donald Trump qui lui a dicté
et que la lettre donc de bonne santé de Donald Trump, c'est une invention, que lui, il a dit, voilà, j'ai trouvé ça, c'était presque drôle, et il a pris ça par humour, en disant qu'il ne savait pas que Trump allait la publier de manière nationale et que ça allait devenir sa réponse de campagne. Lui trouvait que c'était presque une blague ce qu'on lui proposait d'écrire. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que on va voir une vidéo lorsque en 2018 il se retrouve dans l'actualité. Donc on va regarder cette vidéo et puis je vais revenir sur la fin de cette vidéo. C'est parti. Doctor, can you tell us, did the president dictate that letter to you? Tonight, President Trump's former New York doctor refusing to answer questions after claiming this letter he put out during the campaign, calling Trump's health astonishingly excellent, declaring Trump would be the healthiest individual ever elected to the presidency, came straight from Trump himself. He wrote it himself, and me, from where I come from, the end of it was just black humor. It wasn't meant to be a serious comment. When Dr. Harold Bornstein released the letter, some were quick to note the doctor seemed to echo Trump himself. And it's not the only time one of President Trump's doctors has sounded like his patient. When Trump released Dr. Bornstein's letter, the then candidate wrote, "I am fortunate to have been blessed with great genes." Dr. Ronnie Jackson, who until days ago served as the president's personal physician, used that same phrase, great genes, when discussing his physical. Some people have, just great genes. I told the president that if he had a healthier diet over the last 20 years, he might live to be 200 years old. I don't know. The president nominated Jackson to run the VA, but amid reports of heavy drinking on the job and giving out prescription sleep aids, Jackson withdrew. Jackson is now facing an inquiry by the Pentagon. As for Dr. Bornstein, he also claims his... On a coupé la fin parce qu'avant, on va revenir après sur la fin parce qu'il y a tellement de choses à vous raconter sur cet épisode, sur cette vidéo. Et pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que tout ça, ça va vous éclairer sur évidemment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, le médecin de Harold Bornstein, le médecin de Trump, donc reconnaît que cette lettre sur l'état de santé, c'est un faux, qu'elle a été écrite et dictée par Donald Trump lui-même, que lui trouvait que c'était dark humor, que c'était assez drôle, de l'humour, et que donc voilà, qu'il s'était participé au jeu. Et donc, ce que le journaliste souligne, c'est que dans cette lettre, ce qui était évident à la lecture, c'est qu'on se rendait compte que c'était des phrases que Donald Trump utilisait à son sujet. Que, par exemple, lorsque le médecin écrit qu'il a des gènes extraordinaires, c'est ce que Trump écrit déjà à son sujet. J'ai eu de la chance, j'ai des gènes extraordinaires. Donc on retrouvait évidemment les traces de Donald Trump dans cette lettre-là. Et puis on va plus loin en disant, regardez Ronnie Jackson. C'est pareil, lorsqu'il était le médecin de Trump à la Maison-Blanche, lorsqu'il faisait ses conférences de presse, lui-même utilisait exactement les mêmes formules, en disant que c'était quelqu'un qui avait des gènes tellement extraordinaires que s'il se débrouillait bien pendant les 20 prochaines années, il vivrait jusqu'à 200 ans, depuis la Maison-Blanche, d'accord ? Et on apprend après, donc on ouvre le chapitre Ronnie Jackson, on apprend que Donald Trump a promis à son médecin de lui offrir le poste de directeur du VA. Le VA, c'est le ministre des anciens combattants. Donc on se rend compte que le gars, Ronnie Jackson, qui ment pour Trump, et le mensonge principal que va faire Ronnie Jackson pour Trump, c'est que lorsqu'il est obligé, en tant que médecin de la Maison-Blanche, de donner des informations sur la taille et le poids de Donald Trump. Et là, ça va être excellent parce que on va se rendre compte que Ronnie Jackson va mentir sur le poids et la taille de Donald Trump publiquement. Pourquoi? Il va expliquer il pèse 239 livres, donc 239 pounds, et qu'il mesure 6'3". Qu'il mesure 6'3". Donc, pourquoi ces chiffres-là?
Parce que lorsque on détermine aux États-Unis l'index BMI, donc l'index pour permettre de déterminer si vous êtes en situation d'être obèse ou pas, euh, si donc on utilise le poids et la taille, et en utilisant le poids et la taille 6'3", 239 pounds, on est juste en dessous du taux d'obésité. Alors que dans la réalité, on le sait, on a même le permis de conduire de Donald Trump. Pour vous prouver ça, Donald Trump ne mesure pas 6'3", il mesure 6'2". Donc on va voir son permis de conduire où sa taille est indiquée de manière officielle dessus. Donc vous voyez, HT qui veut dire 8, donc taille, 6'2". Mais que si on prend les 239 livres de Donald Trump et qu'on la multiplie par une taille de 6'2", Donald Trump est considéré comme obèse et il ne veut pas être certifié comme obèse. On va retrouver ce mensonge autour de la taille et du poids de Donald Trump lorsqu'en 2023, souvenez-vous, il est arrêté pour être photographié à Fulton County. Et que sa fiche qui est rendue publique, il y a sa taille et son poids. Une nouvelle fois, il mesure 6'3", donc c'est devenu sa taille officielle. Lui, avec l'âge, ne se tasse pas, il devient de plus en plus grand. Il va sur ses 200 ans, il va mesurer 7 mètres à 200 ans. Et surtout, on découvre qu'il ne pèse plus que 215 pounds, qui le met dans la même catégorie d'athlètes américains. Pourquoi évidemment tout ça? C'est toujours on se projette dans Donald Trump, ce super-héros. Évidemment, on a appris le lendemain que ce poids qui était officiellement, et c'est là que ça ne devrait même pas être autorisé, que ce poids qui était sur sa fiche officielle de la prison de Fulton County, en fait, il n'avait pas été pesé, que ce poids avait été communiqué par Donald Trump lui-même. Voilà, c'était l'épisode de Ronny Jackson. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump lui promet un poste extrêmement prestigieux. Il devient en gros le ministre des anciens combattants. Finalement, Ronny Jackson n'aura jamais cette position-là parce que on apprend qu'il a des problèmes avec l'alcool, qu'il est alcoolique, que plusieurs fois, dans le cadre de son travail, il s'est retrouvé sous, qu'au-delà de ça, il a tendance à faire des ordonnances de médicaments, de relaxants divers de manière abusive. Donc, résultat, il ne peut pas obtenir ce poste-là, malgré le soutien de Donald Trump. Et le document, l'interview se termine en expliquant qu'il y a à ce moment-là une enquête du Pentagone. L'enquête du Pentagone, pour que vous compreniez bien sur les méfaits de Ronny Jackson en service, alcool, utilisation de drogue. On parle du médecin actuel, c'est lui qui a écrit la lettre pour Donald Trump, de Ronny Jackson, va amener le Pentagone à lui retirer son titre d'admiral. Il n'est plus amiral, contrairement à ce qu'il dit, parce qu'ils se sont rendus compte que tout était vrai, et donc ils l'ont dégradé. Il a désormais un grade en dessous, parce que l'armée a considéré qu'il ne respectait pas ses obligations de service avec tous ses excès. Donc Donald Trump n'a pas pu le récompenser, et résultat, Ronny Jackson a quitté la Maison-Blanche pour se lancer dans une carrière politique MAGA, dans une circonscription où il est sûr d'être élu, surtout avec le soutien de Donald Trump. Donc c'est un renvoi d'ascenseur. Ronny Jackson a menti pendant des années sur l'état de santé et continue à être utilisé par Trump comme étant son alibi médecin.
Et donc, ça permet de ne pas communiquer sur sa santé. Et il a été récompensé avec un poste au Congrès dans une circonscription où s'il décide d'aller jusqu'à ses 200 ans lui-même, il pourrait, parce qu'il ne sera jamais battu. C'est un endroit qui est découpé de telle manière que c'est toujours un élu républicain qui remporte ce poste-là. Mais je voudrais qu'on revienne, on va écouter les dernières secondes du journaliste qui était sur place, qu'on revienne à cette histoire en 2018 lorsque Harold Bornstein raconte que il a confirmé que c'était Donald Trump qui a écrit les lettres. C'est cette confidence aux médias va lui entraîner bien des soucis. Doctor, can you tell us, did the president do the job and give you... As for Dr. Bornstein, he also claims his office was raided by Trump staffers who were seizing the president's medical records. Now, a spokesperson for a Trump Organization lawyer who was here when it all went down says that the handoff was very cordial, it was peaceful, and it was polite, and that Dr. Bornstein voluntarily handed over those documents. Donc, en fin de ce sujet, d'un coup, on nous apprend que le même jour ou le lendemain de ces déclarations-là, que le docteur Bornstein a été visité par des représentants de Donald Trump qui sont venus de manière cordiale lui demander le dossier médical de Donald Trump et que tout ça, ça s'est passé avec le sourire, ça s'est super bien passé et que c'est le docteur de Trump qui a rendu le dossier médical. Fin de l'histoire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans la réalité, Bornstein a vécu l'épisode le plus traumatisant de sa vie. Il était au bureau dans son cabinet ce jour-là et face à lui, un responsable légal de la Trump Org rentre accompagné de deux gorilles, dont Keith Schiller. Schiller, on vous en a parlé hein, si vous étiez avec nous lors des procès autour de l'affaire Stormy Daniels. Schiller, pendant des années, ça a été l'homme à tout faire sur le terrain de Donald Trump. C'est un ancien flic new-yorkais, hein, vous le voyez, c'est lui. Et c'est lui qui était utilisé, par exemple, pour transférer du courrier, justement, sur les chèques que Donald Trump faisait pour rembourser Michael Cohen du paiement fait à Stormy Daniels, pour pas qu'il y ait de traces officielles à la Maison-Blanche. C'est Schiller qui était utilisé pour faire ce transfert-là. C'est Schiller qui a fait plusieurs fois le coup de main pour Donald Trump avant qu'il soit président. C'est lui que Donald Trump envoyait sur le terrain lorsqu'il y avait des problèmes. Et donc, c'est Schiller, accompagné d'un autre garde du corps, qui rend visite, hein, cette fameuse visite de courtoisie au médecin pour qu'on lui donne volontairement le dossier médical de Trump. Et vous allez écouter cette interview du médecin de Trump quelques minutes après avoir reçu cette visite cordiale de Schiller et de notre garde du corps. Et vous allez voir ce qui s'est passé. I feel raped. That's how I feel. Raped, frightened, and sad. I couldn't believe anybody was making a big deal about a drug that's to grow his hair, which seemed to be so important. And it certainly is not a breach of medical trust to tell somebody they take Propecia to grow their hair. What's the matter with that? I was completely surprised. The morning or two after the story about his hair ran, she said, "So you wanted to be the White House doctor? Forget it. You're out." What exactly were they looking for? All his medical records, his pictures, anything they could find. He must have been here for 25 or 30 minutes. It created a lot of chaos. Never in 30 years had I ever talked about Donald Trump with anybody who didn't work in this facility. Never. I was very ultra careful to have locked the charts.
Donc voilà, d'un coup, on rentre, après avoir eu les sourires, on rentre dans une histoire beaucoup plus sombre. Vous avez senti la détresse de cet homme-là qui parle suite à cette visite musclée de la sécurité de Donald Trump. En expliquant que ils ont créé le chaos à l'office, au bureau, qu'ils ont tout récupéré, le dossier médical, les photos, tout ce qui pouvait toucher Trump. Et il explique, en baissant les yeux, on sent vraiment qu'il est touché par ça, qu'il a le sentiment qu'il a été raped, qu'il a été violé par Donald Trump et par ses hommes de main lorsqu'ils sont venus récupérer manu militari le dossier médical de Trump pour que ce dossier ne fuite pas aux médias. Donc c'est ce que du côté de la campagne de Trump, on a appelé ça une rencontre cordiale, vous avez vu. Dans le dossier triste, c'est que le médecin, donc Bornstein, ne s'est jamais remis psychologiquement de cette visite ultra violente de la part de Keith Schiller, qui est venu le shakedown, qui est venu le secouer pour lui expliquer qu'il ne fallait surtout pas qu'il reparle à quiconque du dossier médical de Donald Trump, et il est mort le 8 janvier 2021, donc voilà, après une longue période de dépression, suite à cet épisode-là. Le dossier médical de Donald Trump est un tabou complet. Non, exactement. Et puis c'est une histoire que même moi j'avais oublié dans sa portée. J'avais jamais enquêté sur cette descente en 2018 avec Keith Schiller. Et quand j'ai vu le nom de Keith Schiller et je me dis à quoi il avait servi, rappelez-vous, c'est lui qui passait le téléphone à Donald Trump lorsqu'il y avait eu cet appel clé de Cohen, c'est vraiment le gars, et c'est pour ça que d'ailleurs Trump ne l'a pas convoqué comme témoin à sa décharge, parce que c'est le gars qui a fait rentrer, c'est lui qui était devant la porte à Lake Tahoe, devant la porte de la chambre, qui a donné le numéro de téléphone perso de Donald Trump à Stormy Daniels. C'est lui qui était devant la porte et qui a été le témoin de cette relation entre Donald Trump et Stormy Daniels. Et évidemment, il n'est pas venu témoigner au procès parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui habite à côté de Mar-a-Lago, qui a une entreprise extrêmement lucrative où il est payé des millions de dollars par le parti républicain pour donner des conseils en termes de sécurité. Donc voilà, on a acheté son silence, et c'est pour ça que Donald Trump ne l'a pas fait venir à la barre, où il aurait été obligé de répondre aux questions sous serment et surtout au contre-interrogatoire du procureur de New York. Donc voilà, Donald Trump a préféré ne pas le faire venir, se retrouver reconnu coupable, que d'avoir Schiller à la barre. Et donc c'est Schiller qui est allé récupérer de force le dossier médical de Donald Trump. Et donc, ce tabou aujourd'hui sur le dossier médical de Trump est d'autant plus frustrant qu'il y a eu tous ces épisodes-là qui vont dans cette tristesse absolue. Vous avez perçu, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous avez perçu la détresse, le langage corporel de cet homme qui vient de vivre un épisode traumatisant, et qui a été menacé pour sa vie, et que donc voilà, il vient de se rendre compte qu'il n'aurait jamais dû parler de Donald Trump, parce que voilà ce qui s'est passé. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis extrêmement frustré de voir que les médias qui nous ont parlé jusqu'à ne plus pouvoir de l'état de santé de Joe Biden ne le font pas sur Donald Trump. En fait, la seule personne qui a osé parler de l'état de santé de Donald Trump dans le cadre d'une campagne politique, il a été détruit, broyé par Donald Trump, c'est Ron DeSantis pendant les primaires.
Ron DeSantis, pendant les primaires, il se rend compte que Donald Trump, c'est le thème de la campagne de DeSantis, en disant Donald Trump, c'est plus le même qu'en 2016. Il a de véritables problèmes de santé, il a des problèmes cognitifs, il est en train de perdre la tête, et il lance, pour se moquer de lui, sur leur compte Twitter, un tracker du nombre où c'est quelque chose que l'on retrouve dans les usines américaines. C'est pour mettre en avant le fait qu'il n'y a pas eu, depuis combien de jours, il n'y a pas eu un accident du travail, par exemple, lorsque ce sont des boulots difficiles. Et donc là, c'est de dire que c'est 0 days sans que Donald Trump n'ait pas eu un accident. L'accident, vous voyez, c'est payé par Ron DeSantis for President. L'accident, c'est que Donald Trump ait commis une boulette verbale, qu'il ait confondu quelqu'un, qu'il ait dit n'importe quoi, qu'il n'ait pas trouvé ses mots, etc., etc. On utilise évidemment une photo que Trump déteste, qui est lui sans maquillage. Et donc DeSantis met ça en avant. Ça va rendre fou Trump. Et vous comprenez pourquoi depuis Ron DeSantis est absent de toute scène politique, c'est que Donald Trump l'a fait exploser en vol. Et DeSantis, à l'époque, je vais vous montrer la vidéo, sort même un spot de campagne qui retrace tous les problèmes de santé de Donald Trump, tous ses problèmes cognitifs. Donc on va utiliser ce qui a été fait par DeSantis parce que vous allez voir, et on est à ce moment-là, Joe Biden est candidat, les problèmes cognitifs de Donald Trump. We built almost 500 miles of wall. Even the Obama administration says it in their stats. You say you would order the Defense Department to use special forces to inflict maximum damage on drug cartels. No. People said I said that. Furthermore, I will order the Department of Defense to make appropriate use of special forces to inflict maximum damage. There's a man, Viktor Orban. Did anyone ever hear of him? He's the leader of... Right? He's the leader of Turkey. Fronts on both Russia. Arrest their leading political opponent, and leading by a lot, including Obama. I'll tell you what, you take a look at Obama and take a look at some of the things that he's done. This is the same thing. The country was very divided. And we did with Obama. We won an election that everyone said couldn't be won. We beat Hillary Clinton. Brian, it's all coming through Iran, and Obama he doesn't want to talk about it. He doesn't want to mention, he doesn't even mention them in his statements. We would be in World War II very quickly if we're going to be relying on this man. And I'm really shocked that the Obama administration can be out there saying, I hope they don't attack from the north. Some of them, like McMaster in South Carolina, like you go up to South Dakota and you see the great job that, I'll tell you, you have a governor in South Carolina, Nikki, she did some job. They thought Bush, because Bush supposedly was a military person. Great. You know what? He was a military. He got us into the Middle East. How did that work out, right? But they all thought that Bush might win. Jeb. Remember Jeb? Fauci became big in the Bush administration. It's almost the same thing. In the Biden administration. And Biden, he's got somebody at 21%. I just saw a number, 21%. JFK Jr., who's a very nice person. I know him very well. You actually gave him a presidential commendation before you left office. Wouldn't you like a do-over on that? I don't know who gave him the commendation. I really don't know who gave him the commendation. And she was on a telephone call, and they were involved in selling marijuana, mostly marijuana. And she got like 50 years in jail. But she'd be killed under your plan. Huh? As a drug dealer. No. Under that. But he's a harasser and an abuser of our people in order to obstruct and interfere with the 2020 presidential election. That's why they're doing it. And we had him get past a guy named Pullum, who was at the time the hottest guy. He was running against the guy Gilliam. Remember the guy? Stacey Abrams being the female version. Stacey Abrams and Pullum. I said she doesn't have the stamina, and I don't believe she does have the stamina. Voilà.
Voilà, c'est un florilège de toutes ces erreurs où Donald Trump confondait des noms en expliquant que Orban, par exemple, était le Premier ministre de la Turquie, alors que c'est la Hongrie, confondait Obama avec Biden, les années, Jeb Bush avec George, Nikki Haley avec Christine Noem, etc., etc. Évidemment, au même moment, Joe Biden faisait aussi des erreurs, mais on vous montrait que celle de Joe Biden. Et en tout cas, voilà, donc nous sommes aujourd'hui à 30 jours de la campagne. Le sujet de l'âge et de la santé physique et cognitive d'un candidat qui a 78 ans et qui, s'il est élu, aura au dernier jour de sa présidence 82 ans, 7 mois et 6 jours, n'est toujours pas un sujet d'actualité.